Assalamu alaikum. Bonjour, shalom. Merci de nous écouter sur Canal FM à Lomé ici, mais également à Dapaon sur les antennes de Radio Courtoisie, à Niamtougou avec Radio Sama FM, à Bassar sur les ondes de Radio Daoul, à Sokodé avec nos amis de Radio Centrale FM, à côté ici avec nos voisins de Radio Lumière. Vous également qui nous écoutez un peu partout dans le monde par le biais des radios numériques et l'application Canal FM, nous vous saluons. À l'accompagnement technique aujourd'hui, Vitago et Kakou Michel, Tomenga et Géraud Dakoucha. Au menu, nous avons sélectionné pour vous un rapide tour de journaux sur la riposte à la Covid-19. Littérature, puisque nous sommes au mardi, nous allons à la découverte d'un nouvel ouvrage qui vient de paraître. Et puis, nous allons évoquer des affaires de corruption en Espagne, en Allemagne et chez nous ici au Togo. Et nous allons voir comment l'État togolais est accusé d'espionner, d'écouter le téléphone de quelques citoyens de notre pays. Alors pour ce menu, deux confrères journalistes et un invité. Commençons par les journalistes Eric Hugues Pakoujo, l'Union pour la Patrie. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour Ferdinand, bonjour chers invités, bonjour chers auditrices et auditeurs de Canal FM. Eh bien, ce n'est plus un secret, il est avec nous et lui c'est Ferdinand Vincent Haïté qui n'est plus à présenter, Journal Alternatif. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour à Eric, bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs de Canal FM. Notre invité qui aurait pu être le fils de moins deux d'entre nous ici, il s'appelle Marek Abi. Bonjour. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Au studio de vos parents. Oui, merci de me recevoir au studio de mes parents. Notre ami Marek Abi vient de publier un journal, plutôt un livre, un roman intitulé Amenyeo. Et vous voyez comment un Kabie pur sang peut donner un titre Ahuna à son livre écrit en français. Tout ça participe à la richesse du monde, n'est-ce pas Abi? Exactement. À propos, Abi c'est le nom de famille. Oui, Abi c'est le nom de famille. Donc je préfère Marek. Ça marche. Merci. Eh bien, nous allons y arriver, mais le temps quand même que nous observions une petite page de nécrologie. L'information a commencé à circuler hier sur les réseaux comme une rumeur et c'est devenu une clameur. Cette clameur porte sur David Kokou Dolato Agbokwe. Jusqu'hier, le directeur des transports routiers et ferroviaires, il n'est plus, d'après les premières informations que nous avons reçues, Monsieur Agbokwe est décédé des suites d'une courte maladie. Et nous apprenons ce matin avec émotion que les deux parents, le papa et la maman de David Agbokwe sont là. Et il vient de laisser à la charge de la société togolaise une jeune veuve et deux orphelins, un garçon et une fille. Nous parlons de lui avec beaucoup d'émotion parce que M. Agbokwe a été plusieurs fois présent dans ce studio pour nous parler de la problématique des transports routiers et ferroviaires. Et à chaque fois que les médias parlaient de lui, nous aussi nous faisions le commentaire avec sa participation. Ferdinand, c'est comme ça que la nouvelle est tombée. Agbokwe, Kokou, David Dolato n'est plus. Oui, ça c'est une triste nouvelle pour le pays parce que c'est un cadre du pays, c'est un fils du pays, c'est une triste nouvelle pour sa famille. Vous venez de dire qu'il a laissé ses parents et puis une veuve et les enfants. Mais malheureusement, c'est le destin de l'homme. Nous sommes à Dieu et puis, comme on le dit souvent, nous retournons à Dieu. Une pensée pour lui, sa famille et puis à ses proches. Et nous espérons que le temps qu'il a passé sur cette terre, il a laissé de bons souvenirs pour certains. Merci à Agbokwe Kokou David qui est parti. Il avait au plus 50 ans. Et au-delà de la direction des transports routiers et ferroviaires qui perdent un directeur, la famille Agbokwe perd qui un fils, qui un mari, qui un papa, qui un cousin. Et surtout, c'est le canton de Kpomé
de la préfecture de Zio qui perd un cadre, Agbokwe, qui symbolisait un espoir pour tout le canton de Kpomé. Eh bien, que Dieu accueille l'âme de Agbokwe David et qu'il console tous ceux qui ont perdu, qui un parent, qui un voisin. Eric Hugh Johnson, nous pleurons Agbokwe pendant... Et même le pays. Ah, c'est oui. Tout le pays qui pleure un fils. Je dis tout simplement paix à son âme et que les familles éplorées trouvent compassion à travers cette émission que nous animons. Merci également. Ce que nous recommandons, la miséricorde de Dieu, c'est la famille de Edouard Edem Kodjo, qui est décédé à Paris depuis le 11 avril. Et l'Union pour la Patrie qui nous écrit aujourd'hui que les obsèques de l'ancien Premier ministre Edem Kodjo se tiendront entre le 10 et le 15 août 2020, ça dit courant ce mois, et que le journal Symphonie écrit lui aussi que la dépouille de Edem Kodjo, bientôt rapatriée, à la mémoire de Edem Kodjo et à la mémoire de Agbokwe, ce clin d'œil du club de la presse Canal FM. Evi menya jina, evi menya hena, voeku wela si wolo, wona de kemelio, avi komia falo. Le miracle de la vie, c'est que pendant que l'un décède, l'autre naît, pendant qu'on pleure, on rit, et tout en compatissant beaucoup au décès de ces deux personnes, nous sommes toujours au studio et nous vaquons à notre travail. Manzama Marek Abi, bonjour. Oui, rebonjour. Ça, s'il te plaît, pour faire une petite transition sur la littérature, justement. Ce que moi je retiens de Feu, Edem Kodjo, c'est cet homme littéraire qui aimait beaucoup la rubrique culture de notre journal. À chaque parution, quand il lit des titres qui l'intéressent, il n'hésitait pas à appeler, parfois à féliciter, parfois à faire des suggestions, et cela enrichissait beaucoup le travail que nous faisons à l'Union, surtout sur le plan culturel. Donc je dis, c'est un homme très cultivé, un homme qui aimait beaucoup la lecture, et je crois que si notre ami, notre invité Marek Abi peut aussi il a déjà commencé. Je me dis qu'il faut prendre ce pas-là. Merci. Eh bien, Manzama Marek Abi, nous vous demandons de commencer à marcher dans les pas de Edem Kodjo. On va lui recommander. Oui, Ferdinand. On va lui recommander les bouquins de l'ancien Premier ministre. Et comme vous venez de le dire, Eric, c'était quand même quelqu'un qui était assez dense. Très dense sur les questions. Vous savez, c'est quelqu'un qui a marqué la politique togolaise, qu'on l'aime pas, pendant 40 ans, qui a laissé quand même des ouvrages, qui lit beaucoup, qui lit les journaux, qui fait des observations. C'est des rares personnalités comme ça que vous ne trouvez pas dans ce pays. Des gens qui lisent, qui vous appellent, qui font des observations, qu'ils soient d'accord ou pas, qui disent bon, voilà quoi. Donc je pense que c'est ce qu'on aura gardé de lui, et les jeunes qui arrivent sur le plan de la littérature, ils peuvent revisiter les œuvres de l'ancien Premier ministre Edem Kodjo. Ils trouveront une plume assez tranchante, pertinente et profonde. Et donc, ça peut les inspirer pour leur propre parcours littéraire. Manzama, nous vous chargeons d'une grande mission. Oui, en effet, je vois ça. Et ça va être difficile, mais bon, on va essayer. Vous allez y essayer. On va essayer. Ok. Alors, dites-nous, qui êtes-vous? Eh bien, je suis Manzama Marek Abi, Marek pour les amis et les intimes, la famille. Je suis étudiant en lettres anglaises et portugaises. Enfin, je fais un master en langue étrangère appliquée, option traduction. Je suis auteur, blogueur,
Un passionné d'écriture, donc j'écris beaucoup, toutes sortes de textes, des petits scénarios de courts-métrages, des paroles de chansons, des chroniques maintenant, et puis en gros c'est ça, voilà. Un jeune féru de talent et très ambitieux. J'apprends que vous vous apprêtez à repartir pour préparer un autre master. Oui, en effet, je me prépare à commencer un autre master en gestion de projets internationaux. Là, je finis déjà celui de traduction et tout ça. Donc voilà, en attendant de trouver une bonne opportunité de travail, je m'investis dans l'écriture et aussi dans les études. Déjà traducteur, interprète français, anglais et portugais, oui. Et qui repart à l'assaut toujours en quête du savoir. Exactement. Et dans ça, vous avez le temps d'écrire. Vous êtes à votre deuxième ouvrage. Le premier, c'est plutôt une œuvre collective panafricaine dénommée Rêve Évolution. Oui, Rêve Évolution. Donc, c'était un projet organisé par une amie, Milka Damana, ivoirienne. Et le thème, en fait, c'était de parler de l'Afrique de demain. Le thème portait sur l'Afrique de demain. Il s'agissait en fait que chacun de nous étions une dizaine, chacun de nous écrive 2-3 textes sur en fait la façon dont nous envisageons l'Afrique dans 10, 20, 30, 40 ans. Donc déjà, vous, les jeunes Africains de différents pays, vous travaillez au rêve de l'Afrique de demain. Exactement. Eh bien, l'occasion encore de vous rappeler cet ouvrage de Edem Kodjo et demain l'Afrique, que j'ai lu d'ailleurs, et qui est très, 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 très instructif et que je recommande à tout le monde. Merci. Venons-en maintenant à votre deuxième ouvrage à titre personnel, Amenyeo. Oui. D'abord, avant d'aller au contenu, vous, Kabien, pur sang, comment êtes-vous arrivé à donner ce titre Amenyeo, en effet, à votre ouvrage écrit en français? Bien, en fait, d'abord il faut que j'explique de quoi le texte, le livre traite. Dans le livre, en fait, il y a 18 chroniques qui, pour la plupart, abordent les réalités socioculturelles que nous pouvons être emmenés à vivre au Togo ou en Afrique. Bon, là, la base, c'est vraiment le Togo. J'écris pour les Togolais en premier abord. Et pour marquer en fait cela, j'ai voulu donner un titre. Bon, là, il s'agit de mes gens, d'accord. Et je voulais donner un titre en fait qui représentait le plus mes gens. Donc, un ami m'a proposé en fait de donner un titre dans une langue locale. Bon, c'est vrai que mes parents auraient été contents que je donne un titre en kabye ou en moba parce que je suis des deux bords. Mais je me suis dit en fait que le mina est la langue en fait qui représente le plus le Togo. C'est éventuellement la langue la plus parlée. Donc voilà, on est parti sur Amenyeo et voilà. Amenyeo, mes gens, très proche et un peu éloigné. Et ce livre, c'est en fait, comme vous l'avez dit, une somme de 18 chroniques qui portent sur les rires, les pleurs, les drames, le partage d'expériences, la conscientisation, le décalcage des réalités et des invitations à la réflexion. Exactement. Rien à ajouter. Également des chroniques qui portent sur des réalités que nous vivons, et c'est ce que je vous cite, des réalités que nous vivons sans y prêter une attention particulière. Oui, et particulièrement, je pense un peu, par exemple, aux conditions en fait du système de santé publique que nous avons chez nous et aussi aux problèmes de circulation routière. Donc, chez nous, j'ai comme l'impression que on vit au jour le jour sans se rendre compte que les conditions dans lesquelles nous vivons ne sont pas les plus optimales. Aujourd'hui, dans nos hôpitaux, il y a des pénuries de sang. Parfois, quand il n'y a pas de moyens, il n'y a pas, il y a des gens qui meurent par faute de moyens. Et pourtant, la prise en charge peut être rapide. Sur les routes, nous conduisons comme bon nous semble. En fait, c'est un mélange de tout ça, en fait, qui tendent, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, à la normalisation de quelque chose qui, a priori, n'est pas normal. Donc, voilà, en fait, là, sans vouloir vraiment critiquer la chose, parce que, bon, critiquer, nous le faisons tous. Moi, je veux juste, en fait, attirer de manière crue l'attention des gens sur ces petits détails-là, auxquels nous ne prêtons pas vraiment attention. Et je vous cite encore, vous nous invitez à nous regarder nous-mêmes sous d'autres angles. Exactement. Est-ce que cet ouvrage, vous le dédicacez à nous tous, aux pasteurs, aux religieux,
également aux usagers de la route que nous sommes, à vos frères et à vos sœurs, et également aux tontons de l'âge de vos parents, et également aux hommes politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir. À tout le monde, à moi aussi. À nous tous. À nous tous. Eh bien, un ensemble de 18 chroniques, je ne vous cache pas, je l'ai lu. Je vous trouve une plume très légère, très facile à lire, mais je laisse le soin à ceux qui nous écoutent de l'apprécier. J'ai appris également que vous avez lancé une prévente de ce Exactement. En ce moment, il y a une prévente qui est en cours. Nous avons la possibilité de commander le livre par Flouze ou par Timony et de se faire livrer dans un point relais. D'accord, j'ai une liste de 20 points relais qui sont disponibles sur mes réseaux sociaux, Marek Abi, sur Facebook ou sur Instagram. Et aussi, à partir des numéros que je vais communiquer tout à l'heure, vous pourrez demander en fait la liste de ces points relais. On vous la fournira sur WhatsApp et puis vous choisirez. Donc, le procédé, comment il fonctionne? Par Flouze, ok, vous avez le numéro 96 01 33 83. Je répète, 96 01 33 83. Et par Timony, vous avez le numéro 93 45 34 98. Je répète, 93 45 34 98. Donc, une fois le transfert effectué, supposons que vous faites un transfert Flouze, au même numéro, vous envoyez votre nom complet, le numéro de référence de transfert pour confirmer, parce que il y a des gens qui font les transferts dans des points de vente et tout ça, dans des points de transfert. Donc, pour confirmer qu'il s'agit vraiment de vous, vous devez associer à votre nom le numéro de référence du transfert et ensuite le point relais. D'accord? Donc, si vous n'avez pas la liste vous n'arrivez pas à trouver cette liste sur mes réseaux sociaux, vous pouvez toujours demander au même numéro sur WhatsApp de vous envoyer cette liste-là. On vous l'envoie, vous verrez et choisirez où est-ce que vous voulez recevoir le livre. Et ce livre sera déposé dès le 14, c'est-à-dire un jour avant le lancement officiel qui est le 15 août. Ce livre sera déjà disponible pour retrait dans le point relais que vous aurez choisi. La prévente est à combien? À la prévente, le prix est fixé à 2150 francs. Mais à la sortie, le livre sera à 3000 francs. Donc, on gagne tous à le commander en prévente. Et la sortie publique, ce sera le 14 août prochain? Non, le 15 août. Le 15 août. D'accord. Merci. Donc, on n'en dit pas plus. Le livre, le roman chronique Amenyeo de Manzama Marek Abi, déjà disponible par prévente au contact qu'il a indiqué tantôt. Oui, Eric? Oui, mon cher ami, là, tu viens de nous dire que tu as 18 chroniques dans ton chef-d'œuvre. Combien porte sur la politique? Parce que vous parlez de nos réalités socio-culturelles qui sont intrinsèquement liées à la politique aussi. Combien de rubriques, de chroniques parlent de la politique? Je pense que je n'en ai mis aucune. Je n'en ai écrite aucune qui parle spécifiquement de la politique. Dans la spéciale dédicace qui est la toute première chronique, la toute première nouvelle, il y a juste un petit shout-out, une petite dédicace à eux aussi, aux politiciens du pouvoir comme de l'opposition. Mais après, pour le reste, je n'ai pas parlé de politique. Disons plutôt que j'invite avec insistance Eric à lire ce livre qui est fait juste 152 pages à lire d'un trait comme un journal par exemple. Oui, Marek? J'aimerais quand même préciser que tous les problèmes qui sont au vu de tous les problèmes qui sont abordés, la responsabilité de nos leaders politiques est directement engagée. Parce que dans le livre j'ai parlé du système de santé publique, le livre traite aussi du chômage, le livre traite aussi des violences conjugales, et en fait des mesures peuvent être entreprises par les gouvernements en fait pour pouvoir remédier à ces problèmes. Merci Amenyeo, déjà disponible. Vous rappelez les contacts? Ok. 96. Oui, Eric? 01 33 83. 93 45 34 98. Exactement. J'espère que Eric n'a pas espionné le téléphone de Marek Abi pour capter ça en même temps. Eh bien, nous enchaînons avec la pensée du jour. C'est Blaise Pascal qui a écrit, je cite, « Rien ne donne l'assurance que la vérité.
rien ne donne le repos que la recherche sincère de la vérité. Encore une fois, rien ne donne l'assurance que la vérité, et rien ne donne le repos que la recherche sincère de la vérité. Et nous enchaînons avec les affaires de corruption. Si vous allez sur les médias internationaux, l'information qui fait buzz, c'est Juan Carlos, jusqu'il y a 6 ans, le roi d'Espagne, qui décide de s'exiler. Et on découvre que il y a 6 ans, ce souverain espagnol, Juan Carlos, avait décidé d'abdiquer parce que talonné par des affaires de corruption de toutes sortes. Et il vient d'être ouvert contre lui une procédure judiciaire, et celui qui a régné pendant 36 ans sur le royaume d'Espagne choisit de s'exiler, de qu'on pourrait dire de la grandeur à la déchéance. Un souverain qui décide de fuir son pays avec peut-être pour idée d'échapper à la justice de son pays. Et nous, à quel âge? À 82 ans passés. Comme pour dire, attention, l'histoire peut toujours nous rattraper. Et quand on se rappelle ce qui se passe en Angola contre l'ancien président Eduardo dos Santos et sa famille, ce qui commence à se faire en Mauritanie contre le président, le général qui a quitté le pouvoir il y a quelques mois, si j'étais chef d'État, je ferais en sorte que mon histoire ne me rattrape pas quand j'aurai fini, quand j'aurai quitté les affaires. Mais nous continuons avec Liberté qui écrit « Scandale de Wirecard en Allemagne et malversation financière sous Faure-Gnassingbé au Togo. Des responsables arrêtés ici ou bien là, mais des ministres auditionnés toujours là-bas, mais les pilleurs protégés au Togo. » Liberté écrit que le vice-chancelier et ministre des Finances de l'Allemagne, de la RFA, ainsi que son collègue ministre de l'économie ont été auditionnés pendant de longues heures devant le Bundestag, l'Assemblée nationale allemande, à propos d'une société du nom de Wirecard qui est soupçonnée d'avoir versé près de 2 milliards d'euros à des hommes politiques et d'autres milieux. Et sans transition, nous en venons ici au Togo avec cette affaire qui défraie la chronique et que la presse a sous-titré le Pétrole Gate. Des journaux avaient écrit là-dessus, mais il faut reconnaître que c'est l'Alternative qui a remis ce sujet à la page. Ferdinand, cette affaire de Pétrole Gate que vous avez sortie il y a quelques semaines et qui vous a valu une plainte déposée contre vous par l'un des protagonistes de cette affaire. Depuis hier, nous apprenons et vous écrivez que pendant que vous prépariez à répondre à la justice le 12 août prochain, le procès vient d'être déféré. Oui, tout à fait. Hier, on était en pleine rédaction, on le dit dans notre langage, nous étions sous presse lorsque un huissier s'est amené avec une correspondance, et lorsqu'on a ouvert le courrier, c'était pour nous signifier que la plainte précédemment prévue pour le procès plutôt précédemment prévu pour le 12 août est reporté au 19 août, donc c'est juste un report de quelques jours. Il est écrit dans le courrier que c'est à la demande du tribunal, certainement qui a peut-être un souci d'organisation au niveau du tribunal qui fait que on a décalé l'ouverture de ce procès-là sur le 19 août. Bon, nous on a dit que ce soit le 12 août, demain même ou je sais pas quel jour. Bon, nous on est prêts. Nous on ne s'inquiète de rien. Nous faisons un travail de salubrité publique. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Parlant. Ouais, nous sommes des lanceurs d'alerte et voilà. Et donc voilà ce que je peux dire sur ce léger report qui nous a été signifié hier. Eh bien, ce Pétrole Gate qui conduit à des développements. Il y a quelque temps, on a appris que le nouveau coordonnateur de la fameuse cellule annonçait que le ministre du Commerce ou le gouvernement allait diligenter un audit sur la filière du pétrole. Et puis, cette affaire qui vous vaut la plainte déposée par l'un des protagonistes, Fabrice Adjakli, et un nouveau développement, et c'est ce que vous nous écrivez, Ferdinand. La Ligue des consommateurs du Togo vient de se constituer partie civile et porte plainte.
le procès contre l'alternative reportée, on l'a dit, eh bien la RCT qui se met dans la balance et qui porte plainte, et la RCT porte plainte contre toute personne que l'instruction révélera comme auteur principal, co-auteur ou complice des actes de détournement de deniers publics dans le cadre de l'importation des produits pétroliers pour le Togo. Oui, la Ligue la Ligue togolaise des consommateurs, ou la Ligue des consommateurs du Togo, c'est plutôt la LCT, c'est ça? Disons LCT. Voilà, et a porté plainte vendredi, a déposé une plainte vendredi au tribunal et se constitue de facto partie civile dans le dossier. C'est assez intéressant parce que ça donne une autre envergure carrément au dossier. Et c'est ce que nous attendons des organisations de la société civile, parce que nous ne sommes qu'en fait des lanceurs d'alerte. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on essaye de dire, bon, écoutez, à ce niveau, il y a des choses qui se passent pas bien. Alors, si le dossier est porté devant la justice, je trouve assez intéressant que la LCT se positionne aujourd'hui comme un acteur de ce dossier-là, et ça nous permettra vraiment de comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Moi, j'entends beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses, et je suis quand même un peu désolé que au Togo, où nous sommes tous pour qu'il y ait un certain assainissement des finances publiques, il y a une lutte contre la corruption. Lorsque il vous arrive de dénoncer des cas de corruption, parfois c'est des journalistes qui vont, je sais pas comment dire là, au secours des corrompus, en essayant des présumés corrompus. Ouais, en essayant de faire de la diversion dans l'opinion, en essayant de décrire des choses avec beaucoup de, c'est de la diversion, vous voyez. Et donc, après, vous posez la question, où est-ce qu'on va? Où est-ce que nous voulons que notre société aille? J'espère que tous ceux qui nous écoutent, parce que les gens pensent que cette histoire, c'est l'affaire de l'alternative de Ferdinand. Tous ceux qui consomment le carburant, tous ceux qui payent depuis les villages les plus reculés le pétrole pour allumer une lampe pour que leurs enfants puissent étudier, ont besoin de savoir comment est-ce que les taxes, comment est-ce que l'importation se fait? Comment se fait-il que certains ont pu avoir un réseau, ils arrivent à détourner de l'argent, et que c'est eux qui payent la facture de cette corruption-là? Parce que les gens ne s'imaginent pas que c'est la population, en fait, qui paye la facture de la corruption. Vous voyez. Et donc, je trouve que c'est quand même ahurissant. Mais bon, c'est nous qui avons sorti le dossier. Nous savons ce qu'il y a dans ce dossier-là. Quand les gens parlent, nous les lisons, on rigole un peu, on se dit, mais pas plus que ce matin, j'en ai entendu pour dire que l'État ne sort pas 1 franc des caisses de l'État pour commander le pétrole. C'est quand même ridicule. C'est quand même totalement ridicule. Nous avons des documents où le ministre du Commerce signe des courriers d'engagement de paiement aux traders. Si l'État ne paie pas le pétrole, comment se fait-il que des ministres s'engagent pour payer? Et puis, aucun marketeur ne commande le carburant. Et donc, ceux qui essayent d'embrouiller l'opinion, ils sont dans le ridicule, au fait. Et j'espère que la prochaine augmentation du pétrole à la pompe, lorsqu'ils iront chercher leur carburant dans leur voiture, ils iront le sourire aux lèvres pour dire, c'est bien que le gouvernement augmente le pétrole et que bon, le prix du pétrole, si nous l'achetons. Merci de jouer sur l'ironie. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand on baisse le pétrole, tout le monde est content. Parce que les gens qui prennent 100 litres dans leur, 50, 100 litres dans leur voiture, parce qu'aujourd'hui, on a plus tendance pour les Togolais à cause de nos routes à prendre des 4x4 qui consomment beaucoup de carburant. Et même si c'est 2 francs qu'on enlève sur le prix, c'est quand même une économie pour la famille. Vous voyez? Et il n'y a pas que ça. Il y a la vieille qui est dans un village perdu quelque part qui doit acheter le pétrole. Il y a celui qui achète le gaz. Donc c'est un sujet qui nous intéresse tous et nous avons besoin, en fait, de savoir ce qui s'est réellement passé pour que ça ne continue plus. C'est pas pour aller pendre des gens, mais on a besoin de savoir. Et s'il y a des gens à un moment donné de leur fonction ont pris des libertés avec l'argent public, à partir du moment où l'autorité dit qu'elle lutte contre la corruption et qu'il y a des dispositifs pour traquer les corrompus, il faut que ces gens-là répondent pour que d'autres ne fassent pas la même chose. C'est le travail que nous faisons et on ne le fait pas parce qu'on est contre quelqu'un. Si vous manipulez l'argent public, on vous demandera des comptes. Vous parlez tout à l'heure de Juan Carlos. Juan Carlos, les Espagnols en ont marre de payer pour une monarchie qui en fait est une monarchie qui ne gouverne plus mais qui est dépensière. Et chez les Blancs, c'est choquant. Ce qu'on appelle le match 1000. Oh, voilà, rappelez-vous, quand Sarkozy était président de la République, il a porté une Rolex.
Une montre Rolex. Ça crée un scandale en France. Rappelez-vous de l'histoire des vestes de Fillon. Quand François Fillon. Voilà, c'est-à-dire que si vous êtes dans le privé, ou bien vous n'avez même pas de responsabilité publique, si vous avez de l'argent, vous pouvez vous faire ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire plaisir, acheter un jet privé. Mais à partir du moment où vous manipulez des fonds publics et que vous êtes rétribué par des fonds publics, vous faites très attention. Lors du dernier gouvernement de François Hollande, le plus riche en termes de déclaration de biens, c'était Laurent Fabius. Parce que il est héritier de plusieurs générations, il avait tellement d'argent, mais vous ne le verrez jamais porter une veste de 10 000 euros, une cravate de 5 000 euros, tout ça. Il s'habille sobrement pendant qu'il est en fonction. Mais s'il n'est plus en fonction, il peut acheter une veste de 40 000 euros, parce que l'opinion voit et juge de ce que les gouvernants font de leur argent. Merci de nous rappeler que la gouvernance démocratique veut que les dirigeants rendent compte et les citoyens ont le devoir de demander des comptes à ceux qui sont aux affaires. Eric, je rappelle juste que le pétrole gate, tel que l'alternative est sortie, les Ajakli et consorts sont soupçonnés d'avoir ponctionné pas moins de 500 milliards de francs CFA de nos caisses en 13-14 ans. Et que, si nous retournons en Allemagne, une société privée qui est soupçonnée d'avoir payé des gens à hauteur de 1,9 milliard, conduit le vice-chancelier, vice-premier ministre chargé des finances, son collègue de l'économie qui ont été auditionnés pendant 5 heures de temps devant les députés allemands. Et en Espagne, encore une fois, Juan Carlos est rattrapé par des soupçons de corruption parce que il semble que l'Arabie Saoudite l'aurait corrompu à hauteur de 100 millions d'euros dans un contrat de marché que des sociétés espagnoles sont allées exécuter en Espagne. Voilà l'Espagne, l'Allemagne et chez nous ici au Togo. Eric? Ça, je voudrais d'abord dire à Ferdinand d'accepter qu'il y ait ces critiques-là par rapport à son dossier. Ça permet juste d'enrichir le débat et ça lui permet à lui aussi de faire très attention par rapport aux informations qu'il reçoit au jour le jour. Parce qu'il peut y avoir des pièges. Il peut y avoir des pièges du moment où les gens savent qu'ils sont de loin ou de près trempés dans cette histoire-là et il fallait rapidement faire diversion pour que ça ne les rattrape pas. Que finalement qu'on ne parle que de monsieur Ajakli et de son fils et que l'affaire s'arrête là. Je lui dis tout simplement que ces critiques, les confrères qui vont chercher des informations, et ils ne sont pas tout faux, ils sont aussi dans leur rôle. Moi, sincèrement, quand je lis ce que Ferdinand écrit, je lis ce que les autres confrères écrivent et tout ça, ça me permet de faire une idée de façon générale sur la façon dont cette affaire-là est gérée. Et nous attendons tous ce procès-là. De toute façon, nous sommes des confrères, nous ne pourrons que soutenir notre confrère qui a sorti ce dossier-là, qui aujourd'hui permet déjà à certains de rapidement commencer par sortir de leurs habitudes de ponction de deniers publics. Donc, je pense que c'est très intéressant. Nous irons tous au tribunal par rapport à ce dossier-là pour savoir davantage comment on gère le pétrole dans notre pays. Parlons de l'Espagne et de l'Allemagne. C'est pour dire qu'en réalité, la corruption, elle est partout. Mais la manière dont les affaires se gèrent chez nous et ailleurs, il y a une grande différence. Si les députés allemands peuvent convoquer des ministres pour des interrogatoires, je crois que c'est une très bonne chose. Ça permet immédiatement de faire la lumière sur la corruption en Allemagne. C'est dire que nous aussi, nous devons apprendre tout ça. Nous devons aller dans ce sens-là pour permettre à l'opinion de voir clair dans tout ce qui se passe. La corruption, elle est partout. Mais il y a des montants
des chiffres qui choquent. Il y a des gens qui se permettent le loisir de dépenser autant qu'ils veulent. On parlait tout à l'heure feu désormais, Monsieur Agbokpe, au niveau du transport routier. Mais pendant sa gestion, il y a des gens qui le critiquaient, il y a des gens qui disaient que non, il fait ceci, c'est la corruption, c'est cela. Mais une fois que vous êtes à la tête d'une institution, à la tête d'une société d'État, vous devrez rendre compte de votre gestion. Et c'est de ça il s'agit. Le groupe qui se crée, la dernière fois on parlait ici de la privatisation des sociétés. Je disais que c'était une bonne chose. Parce que en réalité, le tête de file, celui qui est directement le gérant de la société, c'est lui tout le monde voit. Mais au-delà de lui, il y a tellement de groupes, de réseaux et tout de ça, pression, de pression et tout ça. Voilà, c'est ça qui constitue le nœud de ce problème-là. Donc je pense que désormais, il faut que chacun essaie quand même de donner la façon d'expliquer au moins à l'opinion comment il gère la société. Nous n'avons même pas qualité à donner des leçons à des grandes personnes comme des chefs d'État, mais encore une fois, nous les invitons à réfléchir sur ce qui arrive à Juan Carlos aujourd'hui, aux procès qui vont être incessamment faits contre Eduardo dos Santos, qui a dirigé l'Angola pendant près de 40 ans. Omar el-Béchir. Et Omar el-Béchir du Soudan, qui est rattrapé par le coup d'État qu'il a fait il y a 30 ans. Et le général, l'ancien président de Mauritanie, qui a cédé le pouvoir à son ministre des Affaires, ministre de la Défense, mais qui risque d'être rattrapé par sa gestion. Et pour nous rendre encore utile cette pensée de Blaise Pascal, rien ne donne l'assurance que la vérité, et rien ne donne le repos que la recherche sincère de la vérité. Et pour terminer, il y a Jack Lefis qui a porté plainte contre l'alternative, c'est une bonne chose, procès le 19, mais la LCT qui vient aussi de se constituer en partie civile et qui vient de porter plainte, je rappelle, contre toute personne que l'instruction révélera comme auteur principal, co-auteur ou complice des actes de détournement de deniers publics dans le cadre de l'importation des produits pétroliers par le Togo, pour ne pas dire que c'est un long feuilleton qui vient de s'ouvrir et les épisodes seront aussi croustillants les uns que les autres. Ferdinand ? Oui, ça serait très palpitant. Je sais, pour avoir été celui qui a sorti ce dossier-là, je sais les retours, puisque je reçois les retours, je sais ce qui se passe dans le pays, je sais comment est-ce que le dossier, je vais faire une révélation. Et depuis qu'on a sorti ce dossier-là, 2 semaines après, les comptes bancaires de certaines personnes impliquées dans ce dossier sont aujourd'hui sous surveillance. Dans les banques, sont passés au statut de PPE. PPE, ça veut dire dans le jargon bancaire, personnalité, personne politiquement exposée. Ça veut pas, on n'a pas bloqué le compte. On ne dit pas que la personne est dans la politique, mais on met le compte sous surveillance. On voit les mouvements, on fait un décryptage, on essaie de voir, et même dans les banques dont il s'agit, tout le monde n'a plus accès à ces comptes-là. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit, mais écoute, tu as fait un travail formidable. Ça nous permet aujourd'hui de regarder effectivement ce qui se passe dans ce secteur-là, qui est resté opaque depuis des années. Et qu'on espère que les lignes vont bouger. Et donc, ce qui peut contribuer à améliorer les conditions de tous les Togolais, il faut le faire. Et c'est ce que nous faisons. Donc, c'est vrai que quand vous touchez quelqu'un, vous touchez tous les réseaux qui entourent la personne. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui sont nourries par ce réseau-là. Et donc, ne soyez pas surpris qu'on vous attaque de gauche à droite ou bien qu'on sème la diversion pour essayer de vous traîner sur d'autres pistes. Mais les gens, ils savent ce à quoi ils jouent. Les gens savent ce qui se passe. Sous le maillet, pour parler comme les gens qui sont en loge, il y a beaucoup de gens qui disent des choses. Ils disent, mais ce qu'il a dit est vrai. Mais c'est que on ne peut pas le dire, on ne peut pas parler. Tout le monde sait que c'est vrai. Maintenant, personne ne veut assumer. Mais le pauvre,
qui est dans la rue, le Zémidian qui va à la pompe, c'est lui qui paye le prix le plus fort de cette corruption-là. Vous voyez. Et donc, à un moment donné, il faut que nous, les Togolais, on se pose la question de savoir quelle société nous voulons pour nous-mêmes. Le frère qui est écrivain vient de le dire. Il a relevé un tas de choses aujourd'hui dans son livre en disant les hôpitaux n'ont pas de moyens, peut-être on n'a pas de bonne route, mais si on fait un peu, on traque un peu les gens et qu'on prend un peu d'argent auprès de quelques... C'est vrai, si vous avez pris 100 millions, l'État peut dire, bon, tu as pris 100 millions, c'est vrai, mais on va te prendre peut-être 90 millions, on te laisse les 10 millions. Avec les 90 millions, oui, avec les 90 millions, on peut faire plusieurs forages pour que les gens puissent boire de l'eau potable. Vous savez, en Corée du Sud, dans les années 50-53, après les histoires de guerre, tout ça là, les militaires qui sont venus là, ils ont mis tous les corrompus dans une salle. Parce que les gens ont rapatrié, ils ont mis les fonds un peu partout à l'extérieur. On leur a dit, on ne vous tue pas, mais ramenez l'argent pour venir développer le pays, sinon on vous zigouille. C'est comme ça que sont nés les Samsung, les LG, qui sont devenus aujourd'hui des véritables mastodontes. Oui, dans le monde. Et donc, les gens qui piquent l'argent, l'argent qui appartient à nous tous, n'investissent même pas au Togo. Mais ils sortent cet argent pour aller le mettre ailleurs, et les gens veulent que nous, des gens honnêtes, on puisse les applaudir. Eh bien, Manzama Marek, vous pouvez y trouver là des pistes à de futures chroniques. Éventuellement, on verra. Merci. Un autre sujet. Depuis hier, le Togo est à la une des médias internationaux, pas toujours de la meilleure des façons. Ça a commencé par un article publié par 2 journaux, Le Monde en France et The Guardian en Grande-Bretagne, qui font passer l'État togolais pour quelqu'un qui espionne ses citoyens, notamment les leaders religieux et des acteurs politiques et de la société civile. Revue de presse avec l'Indépendant Express qui écrit paru dans Le Monde, Togo, opération Pegasus pour espionner évêques et opposants. C'est à la page 4 tel que l'écrit aujourd'hui le journal L'Indépendant Express. Autre journal aussi, c'est Liberté qui écrit comment le régime de Faure Gnassingbé a utilisé le logiciel israélien Pegasus pour espionner des religieux catholiques et des opposants. Et Ferdinand, vous écrivez, vous aussi, au Togo, des opposants ciblés par un logiciel espion, Pegasus, le mouchard de la société israélienne NSO, est censé être destiné à la lutte contre le terrorisme. Et c'est comme ça que le Togo fait la une depuis ce matin sur les ondes de Radio France Internationale. Alors, c'est un dossier que moi je suivais de très près depuis longtemps. J'en ai même déjà parlé dans une radio, dans une émission, en appelant les gens à la vigilance. Mais les gens n'ont pas fait attention. Vous savez, dans notre pays, il se passe des choses inimaginables. Parfois, quand vous découvrez certaines réalités, vous avez envie de disparaître. Parce que ce pays fait parfois très peur. Très peur. Et donc, cette histoire-là, c'est pas du nouveau. Il y a même d'autres confrères qui avaient fait allusion sur les réseaux sociaux. Mais c'est passé comme ça inaperçu. Jusqu'à ce que l'enquête, là, révèle l'ampleur de ce qui se passe dans notre pays. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un logiciel qu'on utilise pour pirater votre téléphone. On prend le contrôle du téléphone et puis on capte toutes vos conversations. C'est un logiciel assez puissant, développé par les Israéliens, qui le vendent à plusieurs pays. Et quand vous vous promenez, par exemple, à Lomé, il y a des antennes qui sont un peu dissimulées. Les gens ne font pas souvent attention. Et donc, et ce réseau-là, donc ces gens sont ici, ils opèrent ici depuis quelques années, et ils opèrent certainement pour quelqu'un qui a envie d'écouter tout le monde, quelqu'un qui a les grandes oreilles, qui veut savoir ce qu'on pense de lui, qu'est-ce que Eric pense à la maison de lui, qu'est-ce que notre frère Marek pense à la maison de lui, qu'est-ce que vous complotez contre lui, et c'est des méthodes typiquement liées à des régimes autocratiques. Et vous savez que la Constitution, en son article 29 au Togo, garantit le secret de la communication. L'article 29 de la Constitution togolaise. Toutes les communications de tout citoyen togolais doivent être protégées. Mais à partir seulement de cet article-là, ceux qui ont fait ça peuvent avoir tous les problèmes au monde. Parce que si vous communiquez avec un proche, un ami, votre femme,
personne n'a le droit de savoir. Mais si vous représentez une menace pour le pays, en termes de, je ne sais quoi, menace terroriste, tout ça, et qu'on doit vous mettre sur écoute, on demande l'avis d'un juge qui donne une autorisation à mettre tel citoyen sur écoute parce que il y a des informations concordantes comme quoi ce citoyen-là est d'intelligence, peut-être avec l'ennemi, pour créer une situation dans le pays. Mais ce qu'on a écouté là, Monseigneur, alors nous, le Père Chanel, peut-être moi aussi, parce que on n'a pas, dans l'article, si vous avez bien lu l'article, il y a ceux qui ont accepté parler à visage découvert, ceux qui ont accepté et ceux qui n'ont pas voulu que leur nom soit cité. Ils sont restés dans l'anonymat. Voilà, dans l'anonymat. Ça veut dire qu'on a interrogé plusieurs personnes. Et donc, ces gens représentent quoi? Ils mènent des activités politiques qui sont légales, ou bien de la société civile qui sont légales. Mais ce que les gens ne savent pas, le réseau, en fait, ce logiciel espion, c'est beaucoup plus pour écouter les gens de l'intérieur que les gens de l'extérieur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que celui qui a intérêt à écouter tout le monde a besoin de savoir, dans son propre camp, qu'est-ce qui se passe, parce que l'ennemi de l'intérieur est plus redoutable. Il y a un adage qui dit, Seigneur, protège-moi de, je sais pas, de mes ennemis, ou bien de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Parce que c'est de l'intérieur que le danger vient souvent. Et donc, on a besoin de savoir qui pense quoi, qui fait quoi. Et donc, c'est comme ça qu'une seule personne dans ce pays a toutes les informations sur tout le monde. En tout cas, sur ceux qui sont ciblés, parce qu'il ne faut pas aussi céder à la paranoïa. Quand on dit qu'on écoute les gens, on n'écoute que ceux qui sont ciblés. Si vous n'êtes pas ciblé, on ne vous écoute pas. Mais si vous êtes ciblé, on peut vous écouter. Et donc, il faut faire très attention. Qui est ciblé et qui ne l'est pas, Eric. Les noms qui sont cités dans les articles de Le Monde et The Guardian, et dont RFI parle, il y a Monseigneur Benoît Lornou, évêque de Palimé, qui est le président de la conférence des évêques du Togo. Il y a également le révérend père Pierre-Marie Chanel Afognon, le porte-parole du mouvement citoyen Espérance pour le Togo. On cite également un peu un acteur politique, Raymond Oundjo, et d'autres qu'on ne connaît pas encore. Et que, quelque part, c'est toujours très délicat. Et professeur David Dosset, qui a dit qu'il a aussi eu l'information à partir d'une ONG, etc. Oui, alors des acteurs de la société civile, du monde et des journalistes, tout ça. Eh bien, quelque part, on pourra dire que c'est pour la sécurité, mais est-ce à dire que quelque part au sommet de l'État, qu'on soupçonnerait ces personnes-là d'être d'intelligence avec l'ennemi sur les voies de terrorisme et autres? Ça, François, je ne sais pas ce qui est étonnant dans cette révélation. Du moment où aux États-Unis, on a révélé que nos chefs d'État sont aussi écoutés. Ça veut dire que nous sommes dans un monde où tout le monde écoute tout le monde. Si l'État togolais décide d'écouter certains compatriotes, seul l'État togolais peut nous dire la raison pour laquelle il veut écouter ces individus. Moi, quand j'ai écouté l'information, j'ai lu des choses, tout ça. Ce qui m'a semblé un peu gênant, c'est ces personnalités religieuses qui sont citées comme étant des individus écoutés. Je ne sais pas quelle menace ces personnalités-là représentent effectivement, mais si on me disait qu'il y a un groupe de gens qui dérangent la sécurité nationale, que c'est ces gens-là qui sont écoutés, allez, il n'y a pas de souci. Mais quand on parle des religieux, c'est là où j'ai tiqué un peu. J'ai commencé par me poser des questions. Quels sont les liens que ces religieux-là peuvent avoir avec la sécurité nationale, etc. Et Ferdinand parlait de la justice qui devrait normalement donner une autorisation pour qu'on écoute des citoyens. Reste à savoir comment les démarches ont été effectuées pour que ce soit des religieux qui soient écoutés. C'est quand même un peu touchant d'entendre ça,
Mais je reste convaincu que ce logiciel-là ne devrait pas être payé uniquement pour écouter cette portion de citoyens, mais que ça devait servir forcément à autre chose qui doit concerner la sécurité nationale. Sûrement. Alors, un auditeur se demande où était le logiciel Pegasus pendant que Abriome a pu fuir le Togo ici en toute tranquillité. Et puis Ferdinand, si on était en France ou en Allemagne, dans les heures ou dans les jours qui suivent, c'est les députés qui devraient interpeller le ministère en charge de la sécurité, son collègue de la justice, pour savoir davantage comment est-ce que des citoyens qui apparemment ne dérangent personne font l'objet de cette écoute. Je vais vous lire d'abord l'article 29. L'État garantit le secret de la correspondance et des télécommunications. Tout citoyen a droit au secret de sa correspondance et de ses communications et télécommunications. C'est des choses bien précises. Communication et télécommunication. Alors, nous sommes dans une situation extrêmement grave. Les gens ne voient pas la gravité de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire quoi? L'État ne peut pas se lever et écouter tout le monde. C'est pour ça que la Constitution garantit le secret de la correspondance. S'il y a un citoyen qui représente une menace, comme je viens de le dire, il y a des démarches pour pouvoir écouter ce citoyen-là. Parce que le danger de ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus d'intimité, et il y a quelqu'un qui sait tout sur vous, et que vous ne savez rien sur la personne. Vous voyez. Et donc, pourquoi, à quelle fin on a acheté ce logiciel-là, qui doit coûter extrêmement cher, et que Israël le vend à des États que sur autorisation? C'est parce que on a peut-être une ambition de rester le plus longtemps possible au pouvoir. On a envie de sécurité son environnement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Et donc, pendant que dans les autres pays, les gens utilisent les relations, les coopérations pour construire des hôpitaux, construire avoir des grands trucs de développement, les routes. Ferdinand, nous prenons de l'argent public, parce que le problème que les gens ne posent pas, l'argent qui a servi à commander ce matériel, qu'on utilise pour espionner les citoyens, cet argent vient d'où? Ça vient du contribuable que nous sommes. Oui. Ça vient du contribuable que nous sommes. Et en quoi ça profite à l'État? À part le fait que... On vous dira que la sécurité n'a pas de prix. Non, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Eric, je suis désolé. Nous sommes en train de parler de quelque chose qui est extrêmement grave. Vous-même qui êtes là, on peut vous écouter sans que vous ne le sachiez. Et si vous représentez un danger, vous pouvez subir quelque chose sans le savoir. Parce que nous devons faire très attention à la manière dont nous manipulons cette information-là. Dans les pays développés, si cette information sortait, les gens auraient déjà démissionné. Vous avez parlé des ministres. Je pense même pas que cette histoire se gère au niveau des ministres ici. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais lui, il allait chez un ministre pour parler avec le ministre a ramassé les portables, il allait cacher ça dans ses toilettes. Ça veut dire que le ministre même sait que il y a un danger qui est autour de lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que le ministre même sait qu'il y a un danger qui est autour de lui. Alors, ça veut dire que il y a une ambiance anxiogène que les gens ont créée dans le pays qui fait que vous ne pouvez même pas parler entre amis, vous ne pouvez même pas parler entre frères. Et quand une information comme ça sort, dans des journaux les plus de grande renommée au monde, Le Monde, The Guardian, vous allez faire venir des investisseurs dans un pays où vous écoutez tout le monde? C'est comme la semaine passée, il y a un rapport qu'on a publié ici pour dire que on a détourné des braqueurs, les gens ont braqué 86 milliards en combien de... Non, c'est plutôt 86 millions. 86 millions, le montant que les braqueurs, voilà, 86 millions en 6 mois. Vous pensez que quand vous sortez des rapports comme ça, vous attirez les investisseurs, vous montrez aux gens que votre pays est un Far West. Alors, cette information a un volet économique. Je ne sais pas si vous voyez, ça relance l'idée d'un pays autoritaire dans lequel, en arrivant, s'il y a un pépin, vous ne pouvez même pas sécuriser vos investissements. Non, ça peut aussi être le contraire. Plutôt, les gens vont se dire que le pays est plutôt sécurisé. Non, moi je pense sincèrement... Et on écoute tout le monde? Non, pas tout le monde. On n'a pas dit dans le rapport qui est sorti, on n'a pas parlé de tout le monde. Il y a des gens qui sont ciblés. Et seule l'autorité peut nous dire pourquoi c'est ces gens-là qui sont ciblés. Mais nous essayons d'extrapoler un peu en disant que tout le monde peut être écouté. Du moment où vous représentez un danger pour le pays, on peut vous mettre sur écoute. Ça, c'est l'autorité seule qui peut décider de ça. Ce que nous disons là, c'est que les gens qui ont été cités dans ce rapport-là, c'est ça qui est un peu touchant. On ne sait pas si c'est parce que ces gens-là parlent politique
ou c'est parce qu'ils soutiennent des associations qui sont déjà traquées qui sont mis sur écoute. Je dis tout simplement que quand on parle de religieux, quand on parle de la société civile, je ne vois pas en quoi ils sont dangereux pour la sécurité du pays. C'est de ça il s'agit. Maintenant, le logiciel là ne peut pas être acheté dans le souci d'écouter un groupe de citoyens. Eric, oui. Eric, je vais te poser une question. Tu connais le GILAT? Tu vas pas me poser. Ouais, non, c'est une manière de lancer le débat. Est-ce que tu connais le GILAT? Est-ce que tu connais le GILAT? Oui. Tu connais le GILAT? Oui. Voilà. Tu connais leur mission? Leur mission, ils sont spécialement formés pour lutter contre le terrorisme. Oui. Ils sont déployés un peu au nord du Togo et tout. Mais tu sais que le GILAT, qui est formé spécialement pour lutter contre le terrorisme, des éléments du GILAT étaient dans l'assaut contre le domicile d'Agbéomé. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal? C'est ce qui se passe dans les pays autoritaires. C'est-à-dire qu'on part acheter un logiciel en disant c'est pour lutter contre le terrorisme, mais on dévie le système pour traquer les opposants. C'est ça qu'il s'agit. Est-ce que les religieux sont devenus des terroristes? Il y a quelques jours, la question a fait débat au Mali quand des troupes d'élite formées pour traquer les terroristes ont été retrouvés en train de mater les manifestants. Oui, Eric, maintenant vous avez la parole. La parole pour dire tout simplement que je ne pense pas, très sincèrement, que l'objectif de l'achat de ce logiciel-là, c'est pour écouter des citoyens. Parce que en réalité, ce qui se passe, nous sommes dans une zone aujourd'hui où le terrorisme fait ravage. Et nous voyons ce qui se passe un peu partout autour de nous. Il faudrait qu'on fasse extrêmement attention. Vous savez que dès qu'on a créé les sociétés de téléphonie mobile, vous pouviez aller acheter le téléphone sans aucune condition. Au début, on achetait comme au marché. Mais après, on s'est rendu compte que ça servait à autre chose. Les gens achetaient comme ils veulent, mais même aujourd'hui. Maintenant, l'État a imposé une procédure d'identification. Vous ne pouvez pas acheter votre téléphone sans carte nationale d'identité. Mais les gens continuent quand même pas acheter le téléphone, croyant que quand ils achètent, ils pourront l'utiliser tout de suite. Mais tant que vous ne vous êtes pas fait identifier et que la société de téléphonie mobile auprès de laquelle vous achetez votre téléphone n'a pas validé, vous ne pouvez pas téléphoner. Tout ça là, c'est pourquoi nous comprenons les enjeux sécuritaires. D'accord. Nous sommes d'accord. Maintenant, ce que nous disons, très sincèrement, je pense que le logiciel Pegasus, c'est beaucoup de pays qui l'ont. C'est beaucoup de pays qui l'ont acheté pour pouvoir faire quoi? Est-ce que l'objet de ce logiciel-là, c'est de traquer des citoyens? Mais je ne le pense pas. Maintenant, les pays qui sont cités d'utiliser ce logiciel démentent promptement. Le cas du Maroc, par exemple. Et même du Rwanda. Même du Rwanda. Oui. Bon, alors que le Rwanda a utilisé ce logiciel pour assassiner beaucoup d'opposants au régime de Kagame jusqu'en Afrique du Sud. Ce sont des allégations. Il faut vérifier. Sur le Rwanda, il y a des rapports. Eric, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas lu ces rapports. Il y a des rapports. Après, l'assassin ne reconnaît jamais. Merci. Il est 12h. Le temps arbitre. Nous allons devoir marquer une pause, souffler un peu, et que le temps que, après 12h, les auditeurs vont entrer en ligne. Aujourd'hui, on a parlé du rapatriement de la dépouille bientôt de Edem Kodjo au Togo. Nous avons déploré, nous avons parlé de la mort subite de Agbokwe David Komlator, Dolator, et on a parlé de ce nouvel ouvrage, les 18 chroniques Amenyeo, du jeune auteur Manzama Marek Abi. On a parlé donc ensuite des allégations de corruption ici et là, et également cette affaire d'écoute de certaines personnes par l'État togolais. 93.5 Canal FM.
Je sais que vous êtes nombreux et impatients au bout du fil. Eh bien, nous vous recevons, nous faisons confiance pour être bref, concis et net, et le temps que nous recevions un maximum d'auditeurs. Le premier en ligne, bonjour. Bonjour, Saf Gao. Oui, c'est monsieur? C'est Richard depuis Copenhague, depuis le Danemark. Oui, allez-y, Richard. Ouais. Non, j'ai écouté. Bonjour, notre frère Ferdinand et le plateau. J'ai écouté. Je ne pense pas qu'il peut avoir un problème si tu as écouté. Parce que, je le dis bien, Ferdinand connaît bien la Suède et le Danemark. Une fois, parce que lui et moi, on s'est croisés dans une fête d'une sœur à Malmö. Ici au Danemark, c'est la police qui fait la loi. La police écoute tout le monde. Que tu veuilles ou pas, on t'écoute. Au Togo, bon, aujourd'hui, l'Afrique aussi a une sécurité très fragile. Il y a le terrorisme. Je ne trouve pas un problème. Je ne trouve pas de problème si même nos ministres sont écoutés. Il y a des ministres qui ont été sautés parce qu'on a écouté leur conversation. Sincèrement, pour avoir une sécurité en Afrique, il faut écouter tout le monde. À moins que tu as quelque chose à cacher. Ok. Merci. En tout cas, Sasgaou, ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit haut et fort au club de la presse. L'auditeur suivant, bonjour. Alors, bonjour. Oui, Papa Sordinaire. Oui. Bon, Monsieur Sass. Oui. On nous parle souvent de la libre de l'expression. Pardon? Libre expression, c'est-à-dire... Liberté d'opinion, d'expression. Voilà. Oui. Mais on se met à écouter les personnes religieuses et certaines personnes. Est-ce que c'est bon? Donc, en ce temps-là, est-ce que nous avons une liberté d'expression? Je ne sais pas, mais ce que je nous recommande, c'est c'est de ne pas nourrir des intentions mauvaises, et comme ça, même si on vous suit, on saura que vous êtes transparent. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour, ça. C'est Oui. M. Kolani depuis Agoué. Oui, allez-y, M. Kolani. Je salue vos collègues sur le plateau. Ouais, si cette affaire d'écoute là. Oui, le premier auditeur nous dit qu'en Europe, on écoute les gens parce qu'ils ont mangé, ils ont le truc social là, la sécurité sociale. Mais si nous n'avons pas de dispensaires, nous n'avons pas des hôpitaux, et nous n'avons pas de l'eau il faut donner à manger aux gens, et on gaspille de l'argent pour ce genre de choses. Chaque fois que je dis sur cette chaîne, le chef de l'État n'a qu'à bien nous écouter. On n'en veut pas son pouvoir, mais il a pour rôle de nous surveiller, de nous sécuriser, de nous nourrir, et de nous rendre compte, et dans la transparence de nos biens. C'est tout ce que nous nous demandons, on ne demande pas cette gaspillage-là. Ça, c'est quoi? Et puis sur toutes les cieux maintenant, sur toutes les antennes, c'est ce qu'on dit, le Togo. Pourquoi écouter les gens? Si vous savez que vous êtes légalement élu, et vous êtes légitime, vous avez 5 ans, vous passez. Mais c'est pas sérieux. Et puis la Constitution le dit, l'article est là-dedans. Quand vous ne respectez pas vos constitutions, vous voyez ce que vous foutez. Le chef de l'État n'a qu'à nous comprendre. On n'en veut pas, mais il n'a qu'à servir le peuple togolais. Et respecter la Constitution, c'est tout ce que moi j'ai à le dire. Merci de réciter à chaque fois que de besoin votre bréviaire au chef de l'État. Je parie qu'il prend note. Le suivant en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Johannes. Oui, allez-y. Bonjour à Ferdinand, bonjour à tout le plateau. Et on espère que après le passage du Petrogate, Ferdinand continuera toujours à venir sur les plateaux de radio. On espère que ça ne va pas s'arrêter à cette affaire de Petrogate. Voilà. Et mon premier sujet, vous savez, tous les détourneurs de fonds de ce pays, tous ceux que ce soit des directeurs de société, des ministres, tout ça là, qui s'amusent à détourner des fonds, leur mentor c'est qui? Leur premier mentor dans ce pays c'est qui, Monsieur Sass? Non, c'est vous qui parlez, hein? Leur mentor c'est qui? C'est le président de la République lui-même. C'est lui leur premier mentor. Parce que depuis que Fagne Sigbe est arrivé au pouvoir, il n'a jamais daigné déclarer ses biens comme la Constitution lui oblige. Fagne Sigbe n'a jamais déclaré ses biens. Alors, que ce soit un directeur de société, un ministre ou un président de la République qui ne veut pas déclarer ses biens, c'est un potentiel détourneur de fonds. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, il ne suffit pas qu'on dise que Fagne Sigbe a piqué une colère vive à l'attente des révélations de Petrogate. Il a piqué une colère vive, et puis quoi? La suite, c'est quoi? C'est pas la colère vive qui va faire que les fonds vont revenir.
ben c'est pas la colère vive qui va résoudre les choses. C'est à lui-même de donner l'exemple. Merci, merci. Nous passons au suivant. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est Innocent depuis Forever. Ah, il y a un autre Innocent, pas moi. Oui. Ok, allez-y. Ok, je m'adresse d'abord à Ferdinand. L'article qu'il a cité, c'est bien dans notre constitution, mais je crois que dans tout pays, on est écouté. Seulement, si l'intimité entre ma femme et moi est révélée par l'autorité, là, l'article-là peut faire tard. Sincèrement, on doit être écouté. À Hugues, je crois que on n'a pas une population cible seulement pour être écouté. Que si tu sois prêtre, que tu sois laïque, on ne sait pas. Mais les prêtres sont aussi cités dans des affaires lugubres dans le monde entier. Que ce soit dans la pédophilie, dans le trafic de drogue. Donc, on ne peut pas dire que lui s'étonne que les prêtres sont cités. Non. Il ne faut pas qu'il y ait amalgame. La population est toujours écoutée pour la sécurité des concitoyens. Sincèrement. Mais si ma femme et moi, on se dit beaucoup de choses et puis ça se révèle au grand jour, là, ils ont enfreint à l'intimité. Je ne crois pas que ça, l'article que Ferdinand citait, ait un rapport avec ce qu'il dit que on doit garder le secret. Le secret est toujours gardé. Merci Innocent. Voilà. Ferdinand va vous répondre très rapidement. Cher auditeur, il n'y a rien qui soit au-dessus de la constitution d'un pays. Absolument rien. Maintenant, si la Constitution consacre le fait que la correspondance est secrète, s'il y a nécessité d'écouter quelqu'un, il y a des procédures pour écouter la personne. C'est ce que nous disons. Il faut pas faire un jeu de mots en disant oui, qu'est-ce qui te prouve que c'est quand tu es en intimité avec ta femme qu'on t'écoute ou bien c'est ça qui est dangereux. C'est par là le problème. Le problème, c'est que pour la sécurité nationale, on peut décider d'écouter un certain nombre de citoyens parce que dans les enquêtes, on a su que bon, tel citoyen est en train de faire des trucs, on a besoin de savoir ce qu'il est en train de faire. Mais le législateur, lorsqu'il dit qu'il doit avoir le secret de la correspondance, il ne le dit pas par hasard, il ne le dit pas pour amuser les gens. Ailleurs, dans d'autres pays, ces genres de comportements ont fait sauter des régimes. Merci. Faut faire très attention. L'auditeur suivant en ligne, bonjour. Bonjour, ça. Oui. C'est Karim depuis Super-Taco. Notre ami taximan. Je suis dans mon taxi toujours. Eh bien, parlez-nous. Aujourd'hui, je vous donne 20 sur 20 à toutes les personnalités qui sont là-bas. Ah, merci. Ouais, mon premier sujet, c'est au niveau de pétrole gate. Normalement, les gens ont dans les interpréter, on n'a qu'à récupérer l'argent. Si on récupère l'argent, vite on a de travail à faire. Il y a des rues de 50 à Gomé. Avec cet argent, on peut faire des routes à l'ONU. Et maintenant, le président ne peut pas laisser des individus qui volent l'argent du peuple comme ça. Au moins, le président, on n'a qu'à décider, il n'a qu'à taper sur la table. Ces bandits qui volent l'argent du peuple, on n'a qu'à les arrêter. Je sais même pas. Si on l'a ajouté, il faut que la personne... Ami Karim, ne confondez pas, c'est pas au chef d'État d'arrêter les gens. Il y a une procédure. Il y a une procédure, on ne refuse pas. Oui. Il y a une procédure. Alors que la justice ne fait pas son travail. Mais si c'est un appel politique, tout de suite, on dit la personne, on peut l'arrêter. Alors qu'il y a des grands voleurs dans ce pays qui font le détournement. Des gens comme ça, on doit les arrêter. Merci Karim. Maintenant, reprenez votre esprit avant de reprendre le volant de votre taxi, s'il vous plaît. L'auditeur suivant, oui, bonjour. Bonjour. Oui. C'est pour intervenir dans l'émission. Vous êtes en direct. C'est monsieur? Oui. C'est Boudjira. Boudjira? C'est Boudjira. Boudjira? C'est Boudjira. Ah, ok, allez-y. C'est Boudjira. C'est Boudjira. C'est Boudjira. Ok, ok. Oui, bonjour, monsieur Saf Daou. Bonjour. Bonjour, monsieur Johnson et monsieur Haïté. Et votre invité. Bonjour. Bon, voilà. J'aimerais à propos des écoutes. Oui. Je crois que c'est dommage que ce soit parce que on écoute les religieux. Ben, c'est pour écouter les prêches de dimanche ou bien c'est les secrets des fidèles qui viennent faire, c'est pas leur confession. Mais quand même, hein, ce n'est pas raisonnable. Je suis désolé. Et puis, qu'on ne sait pas de défendre l'indéfendable. Je vous remercie. Bonne journée. Je vous en prie, monsieur Teboudjira. Si, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Oui, le suivant, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sass. C'est monsieur? C'est monsieur Abaloutou.
À Baloutou? Oui. Ok, allez-y. Oui, je voulais rebondir dans le sens de la corruption des Petrogate là. Oui, je rebondis dans ce sens que la sous-traitance au Togo, surtout dans la sous-traitance, nous sommes les dockers au port autonome de Lomé et la société port autonome de Lomé nous sous-traite à des sociétés implantées sur les secteurs du port. Maintenant, malheureusement, on n'est pas payé même un quart de ce que les sociétés là nous versent sur nous, quoi. On plaide souvent, on fait les démarches souvent vers M. Adegnon, le directeur général. Zéro, hélas. Mais malheureusement, on apprend que la société d'État ne sous-traite pas. Mais dans ce sens, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu dans ce sens comment ça se fait pour pouvoir arriver à des jours de nos droits, quoi? Merci. Comment le port autonome sous-traite certains services à du privé? Eh bien, un devoir de maison que vous donnez à toute la presse. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Saïd Gaou. Oui. C'est monsieur Waris. Ah, depuis Azaoun. Depuis Azaoun. Ok, allez-y. Ok, je veux me pencher sur le détournement et la corruption dont vous avez parlé sur le plateau. Je crois que nous attendons ce procès de 19 avec beaucoup d'attention et que le président Faure Gnassingbé saisit la minorité qui pille les ressources de ce pays et que ces ressources soient distribuées équitablement à tous les citoyens de ce pays et le problème serait réglé. Même si aujourd'hui un fils de ce pays nous a fait savoir que M. Ferdinand Haïté voulait rendre compte à quelqu'un, je ne sais pas. Eh bien, l'affaire est en justice. Plainte contre l'alternative, plainte déposée par la RCT. Vivement que toute la lumière jaillisse. Oui, l'auditeur suivant. Oui, ça va pas se dire qui revient. Plus, pardon, je voudrais ajouter quelque chose. Oui, ces deux journaux internationaux là, s'ils arrivent à dénoncer notre pays et le Rwanda, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas bon d'écouter au moins les religieux. Bonne journée. Bonne journée, Papa Sodjine. Le suivant, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. C'est monsieur Richard. Richard, oui, ok. Oui. J'aimerais poser une question à monsieur Ferdinand. Vous ne voyez pas que dans un pays où les autorités qui vous dirigent ne déclarent pas leurs biens, et on tarde à donner d'arguments que, comment on appelle, il n'y a pas un décret pour pouvoir pisser afin de donner les déclarations de leurs biens. Si c'est pour prendre une loi pour museler la liberté des citoyens, on s'empresse nuitamment pour prendre ces dispositions pour nous museler. Merci. Ok, Ferdinand, vous avez compris la question? J'essaie de comprendre. Il y a 5 ans, j'étais à l'investiture du président Roch Marc Kaboré à Ouaga. Alors, lorsqu'il a fini de prêter serment, on lui a demandé la déclaration de ses biens. Il a pris une enveloppe, il a remis aux gens de la Cour constitutionnelle, je ne sais pas qui était là. Et quelques mois plus tard, on a publié ses biens dans la presse, y compris les chevaux, les bœufs même qu'il élève dans une ferme quelque part. C'est-à-dire, on a déclaré tous ses biens, appartements en France, combien de mètres carrés, les bœufs, les chevaux qu'il a, tout ce qu'il a. Alors ici, la Constitution, en son article 145, demande à ce que les dirigeants, les directeurs de société, tout ça, déclarent leurs biens. Mais elle n'est jamais appliquée. Mais récemment, on a pris une loi organique qui est d'ailleurs rentrée en vigueur le 2 août, c'est-à-dire il y a quelques jours, qui oblige les ministres, le président de la République, un certain nombre de responsables des services publics à déclarer leurs biens. Espérons que cette fois-ci serait la bonne pour que les gens déclarent vraiment leurs biens, pour qu'on sache si tu construis un immeuble de 100 millions et que tu gagnes un salaire de 100 000, où est-ce que tu as trouvé la différence pour construire cet immeuble. Encore quelques semaines d'ici la fin du mois d'août. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Allô, Karim, c'est Karim qui revient. Ok, bon retour. Jeudi, j'étais à TV. Il y avait un de nos camarades qui avait volé le mouton. Il avait volé le mouton d'un ami qui avait payé 2 moutons pour fêter Tabaski. Tu sais que le gars a volé le mouton, il a amené à l'homme pour revendre le mouton.
Tu sais que le jour qu'on voulait tuer le mouton, on ne sait même pas qu'on a envoyé des enquêteurs pour venir vérifier. Le même jour que le gars voulait voir le mouton, c'est le même jour que la police était là. Il a arrêté le monsieur devant Mazongo. Oui. Mais je me suis étonné que comment quelqu'un qui peut voler les moutons, tu dis, et on fait des enquêtes en même temps, on l'arrête, et il y a des voleurs qu'on ne peut pas arrêter. C'est ça, je me pose la question de savoir. Merci. Peut-être que c'est le logiciel Pegasus qui a permis d'arrêter le voleur de moutons. Merci pour vos différentes interventions. Maintenant, comme de coutume, nous revenons ici pour faire le point. Eric, vous avez 2 minutes pour réagir sur les interventions des auditeurs. Non, je pense que la majorité est intéressée par cette affaire d'écoute. Mais je voudrais dire quand même que l'écoute en soi n'est pas condamnable du moment où on peut écouter des citoyens lorsque ces citoyens, par exemple, tiennent des propos incendiaires. Par exemple, au cours d'une manifestation politique, quelqu'un qui dit nous avons les moyens de prendre le pouvoir, non pas seulement par la rue ou des choses comme ça. À partir de ce moment, ces citoyens-là peuvent être écoutés justement pour la sécurité intérieure. Et si on va écouter des religieux, c'est là où ça pose un problème. Ces religieux-là, quelles sont leurs appartenances politiques ou, je ne sais pas, au groupe qui menace la sécurité du pays? Nous, en tant que citoyens, nous ne pouvons pas le savoir. Mais qu'est-ce qui a poussé l'autorité à aller écouter ces gens-là? C'est sur cette façon-là qu'on doit donner des clarifications. On dit, avant d'écouter un citoyen qui menace la sécurité du pays, il faut avoir une autorisation de la justice. Est-ce que ces démarches-là sont effectuées par rapport aux citoyens qui sont écoutés? Et aussi, je voudrais dire que nous tous, nous sommes des citoyens, nous pourrons être écoutés à tout moment. Mais le tout dépend de la façon dont nous nous comportons, et si nous mêlons des choses de sécurité, etc. Donc, je crois que nous devons nous calmer. C'est rien, ça se passe un peu partout, mais si c'est pour l'intimité des gens, leur vie quotidienne et tout ça, qu'on achète un logiciel à ce prix-là, je pense que c'est là où il y a un problème. Il y a un problème d'inquiétude, une préoccupation partagée par beaucoup de personnes. Ferdinand Ité, mais les auditeurs sont aussi revenus sur le devoir de transparence, notamment dans cette affaire de Petrolgate. Oui, Petrolgate et tout ça, oui. Bon, nous continuons de faire notre travail de journalistes, de lanceurs d'alerte, d'essayer de voir si on peut vraiment faire la lumière sur ces affaires et bien d'autres affaires. Maintenant, sur la question des écoutes, il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame. Vous savez, avant le logiciel Pegasus, on avait déjà du matériel d'écoute. On écoutait les gens. Ça n'a scandalisé personne. On sait qu'il y avait du matériel d'écoute, on en parlait depuis. Tout état du matériel d'écoute. Pour essayer de voir s'il y a des gens qui sont en intelligence avec quoi que je viens de le dire. Personne n'est contre ça. Mais Pegasus, c'est un matériel d'espionnage. C'est la différence. On envoie un espion sur votre portable pour prendre le contrôle de votre téléphone. C'est pas la même chose. Il faut que les gens fassent attention. Et c'est ça qui est dangereux. Et donc, qu'est-ce qui justifie le fait que moi, c'est pas la question des religieux qui m'intéresse. C'est la question de tous les Togolais qu'on écoute, et parfois qu'on écoute peut-être sans raison. Vous savez quel téléphone M. Fogna Singbe utilise? Je ne l'ai jamais vu. Voilà. Et c'est vrai que quand vous le voyez sur les images, il tient les Android, Vertu, tout ça. Mais quand lui-même, il veut faire des appels sensibles, il utilise un téléphone non intelligent. Depuis qu'on a été révélé sur le plan international que certains chefs d'État ont été écoutés, quand des ministres sont en voyage, c'est des téléphones. Vous savez, le téléphone qui était au TP3, là, qu'on appelait 3310. Je ne sais pas quoi. C'est ça. C'est ça qu'il utilise pour faire les appels sensibles. Ou les téléphones à décon, ce n'est pas intelligent. On ne peut pas manipuler l'Internet. Parce que les gens savent qu'il y a un danger à cela. Et donc, nous, c'est sur la Constitution que nous nous basons. Si la Constitution dit
il ne doit pas avoir de violation de secret de correspondance, parce que ailleurs, comme en Russie, on a écouté les gens, on a écouté même l'intimité des gens, hein, et puis après on a balancé des images et des gens se sont suicidés, parce qu'on a utilisé ça comme outil de chantage politique. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Merci, on va devoir arrêter là. Et Eric, Ferdinand, vous préparez votre carton pendant que nous revenons à notre jeune écrivain Manzama Marek Abi, l'auteur de ce roman chronique Amenyeo. On a parlé de cet ouvrage 18 chroniques qui porte sur la vie quotidienne du Togolais dans tous les sens. Vous dites que la pré-vente est déjà en cours. Oui, la pré-vente elle est déjà en cours et elle ira jusqu'au 12 août. Et vous nous rappelez les contacts par lesquels je rappelle les contacts. Donc 96 01 33 83 93 45 34 98. Pour avoir le livre en pré-vente au prix de 2150 francs, à savoir 2000 francs pour le livre et 150 pour voilà les frais de retrait. Et maintenant la dédicace. La dédicace, je vais communiquer là-dessus une semaine avant, c'est-à-dire ce samedi. Mais je prévois, il y aura un lancement, mais qui sera fait dans une salle, mais vraiment avec un nombre de personnes restreint invitées. Et après le dimanche, j'organiserai un meet-up. C'est du genre, je serai en un endroit précis où je pourrais recevoir toutes les personnes qui auront précommandé le livre, qui voudront me rencontrer, poser des questions et éventuellement se faire dédicacer le livre. Merci, c'est pas une publicité, mais je me permets de vous recommander cet ouvrage Amenyeo, des chroniques très faciles à lire, en français facile, et vous verrez que c'est une peinture de la société togolaise, nos travers, nos mauvaises habitudes, nos vices. C'est tout cela qui fait l'objet de ce livre Amenyeo. Carton de fin d'émission, je ne sais pas qui commence, Eric? Ouais, un carton vert à notre joueur international Plaka Fessou, dont l'équipe vient de gagner quand même le championnat deuxième division en Belgique, qui monte en première division. Je dis vraiment, il a même marqué un but, et donc carton vert à cet international togolais. Et qu'il se prépare bientôt, que les éperviers vont rentrer dans la danse, tant la Covid-19 l'aura permis. Ferdinand Messanité, votre carton? Bon, moi je suis très confus, je ne sais pas quel carton il faut donner. Sur un sujet à qui il faut donner, qu'on n'a pas traité aujourd'hui. Sur un sujet qu'on n'a pas traité, je ne sais pas trop. Eh bien, donnez ce carton, je ne sais pas qui. Eric. Non, ce carton à la vendeuse de com, qui soulage les célibataires endurcis qui ne savent pas où manger. Je voulais juste interpeller nos municipalités, maintenant qu'on a des maires élus, tout ça. Il y a une mauvaise habitude qu'on a adoptée au Togo, qu'on continue de pratiquer malgré les dénonciations de la presse, c'est le balayage des rues en pleine journée. Ça, c'est incroyable. Vous ne pouvez pas parler aujourd'hui des maladies, de tout ce qui se passe, et qu'en plein midi, vous voyez des gens qui balayent sur des bonnes femmes qui vendent au bord de la route, et puis après, des gens vont acheter ces nourritures et manger. Où se trouve le service d'hygiène? À un moment donné, le ministère de l'administration territoriale doit prendre un arrêté pour fixer les heures de balayage. Dans tous les pays au monde, on balaye à partir de 2h du matin jusqu'à 4h du matin. Alors, toutes les sociétés sous-traitantes qui ont les marchés de balayage des rues, il faut les rappeler à l'ordre pour que des gens ne soient pas intoxiqués. Ça crée même parfois des accidents quand les gens rentrent à la maison. C'est fini pour aujourd'hui, avec l'espoir que on se retrouvera assez souvent ici avec Ferdinand. C'est le vœu des auditeurs. Ferdinand, vous l'avez écouté, vous l'avez compris, n'est-ce pas? J'ai compris. Eh bien, oui. Marek, un dernier mot? Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Il y a un certain Emmanuel Atna depuis la Chine qui vous envoie un coucou à vous et à la Chine. Oui, à vous et à monsieur Ferdinand. J'espère que c'est pas par Pegasus que nous avons vu depuis la Chine. Chinois, moi, je sais pas trop. Eh bien, donc rendez-vous demain mercredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra certainement. Mais encore une fois, repos aux âmes de Edem Kodjo, de Agokwe, David et à tous nos défunts. Mais d'ici là, comme nous sommes encore en vie, célébrons la vie tant que nous avons le souffle de vie.